Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. À la une de Ça vous regarde ce soir, Emmanuel Macron hausse le ton contre ses adversaires sur les retraites. Sans la nommer, le chef de l'État accuse la France insoumise d'alimenter les violences, mais surtout de laisser penser que le pays serait devenu une dictature. Alors pourquoi le président est obligé de rappeler que notre pays, la France, est une démocratie? Comment en est-on arrivé là? On en parle ce soir dans notre grand débat. L'affaire Matzneff rebondit à l'Assemblée nationale après la parution du livre de Vanessa Springora sur sa relation sous emprise avec l'écrivain lorsqu'elle avait 14 ans. Et bien, plusieurs députés de droite, de gauche veulent changer la loi sur le consentement sexuel des mineurs. Explication dans un instant avec nos invités. Et puis, notre grand témoin ce soir revient à la télévision après 3 ans et demi d'absence. Et elle revient sur LCP avec une très belle collection d'entretiens sur le thème de l'engagement. Maïtena Birabin est avec nous ce soir. Voilà pour le programme, c'est parti. Hashtag CVR, n'oubliez pas, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Maïtena Birabin, bonsoir. Bonsoir Myriam. Et bienvenue sur LCP. On est ravis de vous ravi. accueillir sur la chaîne parlementaire dont vous êtes l'un des nouveaux visages. Dimanche soir prochain, 23h, on va vous découvrir dans un exercice un peu différent de ce que vous avez fait auparavant. 5 fois 30 minutes de tête-à-tête, dans un décor très épuré, avec des personnalités que vous avez choisi, Rhys, Caroline Fourest. On va les détailler un peu plus tard dans l'émission. On va parler aussi de votre actualité, de votre regard sur la télévision. Mais on commence avec l'actualité. C'est cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le projet de loi, il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Donc le gouvernement avance, la rue insiste et le président de la République a les nerfs un peu qui s'échauffe avec une petite phrase qu'on va commenter dans un instant. On en parle avec vous, Nathalie Elimas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée MoDem du Val d'Oise. Manon Aubry, bienvenue. Députée européenne La France Insoumise. Et Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le président? Eh bien, c'est Stéphane Blakowski qui va nous l'expliquer en détail dans sa chronique Son billet. Si j'ai bien compris, on l'accueille tout de suite. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Monsieur. Bonsoir Myriam. Alors, si j'ai bien compris ce soir. Vous avez un peu dévoilé quand même l'objet de cette réunion entre amis. Là. Si j'ai bien compris, Macron a ce matin un peu... Président Macron. Oui, vous avez raison. Parce que la familiarité comme ça avec le président, sous prétexte qu'on l'aime bien, ça se trouve. Hein, alors qu'est-ce qu'il a dit? Bon sang. Je vais vous le dire. Il a piqué un petit coup de gueule. Il en avait marre en fait qu'une partie de l'opposition compare la France à une dictature. Donc il a poussé un coup de gueule. Pas comme à Sainte-Anne avec la sécurité israélienne, mais bien quand même. On écoute. Aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Alors bien sûr, quand le président s'énerve, regardez le sourire de Manon Aubry, l'opposition, elle se réjouit, donc ça tombe bien. Ségolène Royal vient de faire son entrée dans l'opposition, donc pour fêter ça, elle s'est fait un petit plaisir ce matin sur BFM TV. Cela dit, elle n'est pas la seule. Hein. Ségolène Royal a dénoncé cette dérive autoritaire. Voilà, elle parle même de régime autoritaire, c'est le terme qu'emploie à la fois Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Marine Le Pen, les deux principaux opposants. Alors, pour justifier son accusation, Jean-Luc Mélenchon, je fais son interprète, en essayant d'être plus court que Jean-Luc Mélenchon, je devrais y arriver. Première raison, en fait, le fait que Macron soit très exposé, donc limite un peu culte de la personnalité. Deuxième raison, la répression policière dans les manifs, bon, il n'est pas le seul à la dénoncer, mais c'est un argument pour lui. Et enfin, il estime que la justice est un peu instrumentalisée contre l'opposition, donc on voit évidemment à quoi il fait référence. Donc, à l'issue de ces 3 points, le diagnostic, voilà, implacable. Quelque chose se passe en France que je crois profondément malsain, qui est, jusqu'à présent, j'ai essayé de peser mes mots, je fais attention, parce que vous savez comment ils me prennent sur un mot. Nous avons parlé de dérive autoritaire, mais clairement, un régime autoritaire est en train de se mettre en place.
Donc voilà, régime autoritaire, Marine Le Pen emploie le même mot, régime autoritaire. Elle fait même une comparaison un peu pour se situer. Elle dit, d'ailleurs, la Hongrie de Viktor Orban est un pays beaucoup plus démocratique que la France d'Emmanuel Macron. Donc elle dit ça dans la presse, on voit des relais. On est un peu étonnés, parce que quand même au Parlement européen, vous êtes élus, on a voté, qu'on a condamné la Hongrie, parce qu'il y avait des dérives sur la justice, sur la liberté d'expression. On hésite un peu quand même à la suivre là-dessus, non ? Effectivement, c'est moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron et ses opposants n'ont évidemment, on ne comprend pas la même définition, vision de la démocratie. Même définition de la démocratie. Alors, quel est le pays démocratique, pas démocratique? Bon, alors il y a un classement, on adore les classements les journalistes, publié dans The Economist, donc un journal libéral anglais, donc je ne suis pas sûr que ça soit la source, la lecture préférée de Manon Aubry, mais c'est quand même un journal qui est réputé... Je lis de tout. Voilà, mais quand même réputé, une vraie réputation de sérieux. Mais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? La France, comment est-elle classée? C'est un classement, 167 pays sont classés, donc numéro 1, Norvège, 9,8 sur 10, 167e, Corée du Nord, 1 sur 10. Donc, et la France? Alors la France, elle n'est pas un régime autoritaire selon ce classement. Au contraire, il y a 22 pays qui sont considérés comme totalement démocratiques, et la France, elle est 20e. Donc, on pourrait faire mieux, mais enfin, on est quand même largement devant la Hongrie, qui est 55e. Puis après, il y a d'autres pays encore plus loin. Donc, je pense bien sûr à la Russie. On sait que à la fois Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont souvent défendu un peu Poutine. Ils sont 134e, la Russie, donc c'est quand même très très loin derrière. Et si on prend d'autres modèles démocratiques qu'a parfois cité Mélenchon, comme le Venezuela, 140e, Cuba, 143e. La boîte à meux est sortie. Bah, c'est le classement de l'économiste, hein, donc on le lit jusqu'au bout forcément. C'est évidemment exagéré de considérer qu'on serait dans une dérive autoritaire. Alors voilà, à partir de quel moment un propos exagéré devient complètement faux? Là, je pense qu'on est un peu sur la crête. Mais en même temps, ouais, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dès lors qu'on dit que la France est une dictature, ça veut dire que contre une dictature, la violence devient légitime. Donc dire la France est une dictature, ça veut dire, oui, la violence, on a le droit de l'utiliser, c'est ce qui inquiète le président, évidemment. Démocratique, il y a une chose que je ne peux pas accepter, c'est la haine, la violence et l'irrespect. La haine, la violence et l'irrespect, on a le droit de le faire dans une dictature. Nous sommes dans une démocratie. Nos dirigeants ne nous plaisent pas, on vote contre eux. On en vote pour d'autres. Alors, juste pour conclure, il y a un sondage qu'on cite parfois, donc un sondage de l'IFOP. On demande aux Français si on devait redresser la France, qui est un petit peu sur le déclin, est-ce que vous ne croyez pas qu'un pouvoir autoritaire pourrait être une bonne solution? La question est un peu longue comme ça, mais il y a quand même 40% des Français qui disent oui. Dans certaines circonstances, un pouvoir autoritaire, ça pourrait être une bonne solution. Donc, c'est quand même l'inquiétude de voir qu'une partie des Français sont finalement pas si attachés que ça à la démocratie. Et qu'il y a un désir d'autorité, d'homme fort. Je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire. C'est assez classique. Je pense que personne ne me contredira ici. Dans les périodes de crise, on a envie que papa nous donne un cadre et on a envie d'autorité. C'est un réflexe qu'on a. Ça ne veut pas dire pour autant que pas parce que les Français ont envie d'autorité dans un moment qui jugent un peu fragile, ce qu'il l'est, qui sont contre la démocratie. Alors, en fait, la formulation exacte de la question, il faut la lire, elle est très longue, mais ils disent un pouvoir autoritaire, quitte à faire quelques concessions sur le contrôle démocratique. Sur les valeurs c'est clairement... Manon Aubry, je voudrais commencer avec vous, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le billet de clairement. Stéphane. Ça ne vous gêne pas, ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon? La France, régime autoritaire, c'est complètement faux. Il y a des dérives autoritaires. Comment vous appelez un pays dans lequel vous avez une majorité de la population qui s'exprime contre une réforme et que le gouvernement passe en force? Comment vous appelez un pays qui fait usage assez largement de la violence policière, à tel point que les pratiques de violence policière sont dénoncées par le cadre des Nations Unies, des ONG comme Amnesty. Il faut remarquer que j'ai pas dit qu'on était dans une dictature. Un régime, c'est ce qu'il dit, régime parler autoritaire. de dérive autoritaire... C'est pas la même chose que de dénoncer telle ou telle violence policière, de parler de régime autoritaire. De dérive autoritaire, oui, je persiste et signe. Il y a des dérives autoritaires quand on a un homme monarque républicain ou monarque tout court, élu quand même. Certes élu, mais vous savez, la démocratie, moi la conception de la démocratie que j'ai, et c'est en fait là la divergence elle vient de là. La conception d'Emmanuel Macron de la démocratie, c'est on m'élit et maintenant vous vous taisez pendant 5 ans, j'ai tous les pouvoirs, c'est le cas, il a tous les pouvoirs, donc il peut faire ce qu'il veut. Soit dit en passant, il n'a pas été en plus élu pour cette réforme des retraites. Mais si on met même ça de côté, il n'y a pas la capacité ou la possibilité de s'exprimer pour le peuple. J'ai envie de lui dire, il dit dans sa fameuse phrase, il dit... Il y a des élections, il y a des représentants, il y a des négociations sur cette réforme, il y a même eu des concessions. Qu'ils essaient la dictature. Moi j'ai envie de dire à Emmanuel Macron,
alors qu'il laissait la démocratie. Et en démocratie, quand il y a une réforme aussi importante de société, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire c'est une réforme importante de société, alors en démocratie, il y a un outil qui s'appelle le référendum et qui peut permettre de trancher ce genre de questions qui sont quand même pas des petites questions. Bon, c'était dans son programme. Je voudrais juste comprendre, on est dans une démocratie. Ni le report de l'âge de départ à la retraite. Est-ce que vous considérez que la France est une démocratie? Il faut que ce soit bien clair. On reste une démocratie parce qu'on entend quand même les classements, il y a un certain nombre de critères. Oui, vous le reconnaissez. Nous sommes une démocratie dans laquelle il y a des dérives autoritaires. Ces dérives autoritaires, elles tiennent à la fois de la volonté du pouvoir à ne pas écouter le peuple et à ne pas utiliser les outils démocratiques qui permettent de l'écouter. Et elles tiennent aussi des outils de répression policière. Nathalie Elimas, ce sont des dérives autoritaires je pense qu'on peut qualifier comme ça. Nathalie Elimas, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de dérive autoritaire dans le pays? Je réponds déjà bien évidemment, comme vous l'avez dit à juste titre, Emmanuel Macron a été démocratiquement élu. Dans son programme présidentiel, le candidat Macron... Et donc il n'écoute plus personne pendant 5 ans, proposait effectivement de réformer les retraites. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et il ne le fait pas en le décidant tout seul. Je vous rappelle quand même que depuis 2 ans, il y a des discussions, il y a des négociations avec l'ensemble des syndicats. Ben non, pas la majorité. Et alors, vraiment, la CGT, ensuite, il va y avoir représente la majorité démocratique à l'Assemblée nationale. Il ne vous a pas échappé que dans quelques jours, le projet a été présenté ce matin au Conseil des ministres. Il sera débattu en commission à partir du 3 février et puis dans l'hémicycle à partir du 17. Donc, on ne peut pas dire quand même que ce ne soit que la volonté d'un homme tout seul contre le peuple. Est-ce que vous reconnaissez que les tensions qui se manifestent dans le pays, il y a un climat, il y a une atmosphère, il peut y avoir une part de responsabilité dans la gouvernance, la méthode, la façon de faire? Absolument. Oui, qu'est-ce qui ne marche pas alors? Je le reconnais. Je crois que nous n'avons pas été bons dans la pédagogie, dans la présentation de ce projet. On a juste mal compris, en fait. Le peuple a mal compris. Est-ce que c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron? Oui, mais c'est pas ce que moi je suis en train de vous dire, en fait, quand je réponds à la très bien, si vous prenez vos distances par rapport à Emmanuel Macron. Je ne dis pas que le peuple est idiot et qu'il dans la concentration des pouvoirs, ne comprend la manière de malmener les corps intermédiaires aussi. Vous savez, il y a beaucoup d'agitation quand même, on le voit avec ces manifestations qui durent depuis le 5 décembre. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que quand le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye a présenté son rapport, il y avait quand même plus de 60% des Français qui étaient favorables à ce projet de réforme. Et puis il y a eu toute cette agitation, et puis il y a eu aussi ces outils militants. Vous savez, ces fameux simulateurs qui sont construits sur la base de je ne sais quoi, très objectivement. Et je pense comme le gouvernement n'avait pas de simulateur, de toute façon... Quand ils vont nous préparer un simulateur pour 6 mois après la réforme... sur la base de quoi? Les éléments viennent de sortir là dans l'étude d'impact. Vous n'aviez pas la valeur du point, il y a tellement de paramètres que c'était totalement impossible. Au passage, va faire baisser le volume financier dédié aux retraites. Ça, c'est une chose qu'on a appris aujourd'hui, c'est quand même pas rien. Il y a tout un débat sur le pourcentage du PIB dédié au financement des retraites. À l'heure actuelle, il est de 14%. On apprend dans l'étude d'impact qu'il va même baisser autour de 13%, alors qu'il va y avoir plus de retraités. Donc mécaniquement, si la taille du ghetto est partagée est plus petite qu'avant... Une question sur le chiffrage. Mais je voudrais qu'on reste quand même sur les mots qui ont été prononcés, parce que c'est rare quand même. Et les mots, souvent, qu'un président de la République comme ça... Ils sont souvent l'antichambre de la violence. Et moi, j'appelle chacune et chacun, responsables syndicaux, responsables politiques, à faire extrêmement attention, à ne pas agiter davantage les peurs. L'analyse d'Yves Trerck, à quoi il joue le président là? Qu'est-ce qu'il essaye de provoquer en disant ça aujourd'hui? Ça donne quand même une caisse de résonance à ses adversaires énormes. Des propos qui sont assez incontrôlés et je ne vois pas pourquoi il s'engage sur ce débat dictature, alors que la France n'est évidemment pas une dictature, alors qu'il a tant d'autres choses à régler qui sont de l'ordre de la vie quotidienne des gens. Personne ne pourrait admettre que la France est une dictature. Que la France soit un pouvoir fort, je vais vous donner une réponse structurelle et une réponse conjoncturelle. La réponse structurelle, c'est que la France, c'est pour ça qu'elle est classée que 20e sur 22 démocraties dans le monde, parce qu'elle a un système institutionnel très particulier, unique au monde, où vous avez un homme autour de qui tout tourne, qui pourra être un jour une femme, on l'espère, c'est le président de la République, dont le Charles de Gaulle disait que c'était la clé de voûte des institutions du régime. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-pouvoir institutionnel face au président de la République. Le Parlement, je suis désolé, a aucun pouvoir ou très peu de pouvoir. Donc c'est la 5e République qui est un régime autoritaire en fait. C'est un régime qui a été créé par un général quand même. Il faut le dire, par Charles de Gaulle. Ça, c'est le structurel. À la sortie, pas à la sortie.
Oui, quasiment à la sortie, puisque on est au début, non, on est au milieu de la guerre d'Algérie, en 58, et le Charles de Gaulle est appelé par un président socialiste, il faut le dire, justement pour essayer de régler ce problème algérien dans lequel on est dans un bourbier total. Ça, c'est l'aspect institutionnel. Ça, c'est l'aspect structurel. Le conjoncturel, c'est qu'il y a du personnel. Attendez. Structurel, j'ai pas fini. Pourquoi aussi le problème est fort? Parce que les syndicats, Manon Aubry vient de dire quelque chose qui est complètement faux tout à l'heure, les syndicats ne représentent personne. Vous savez qui c'est, les syndicats? C'est 8% des salariés publics et privés mélangés en France. J'ai jamais contesté ce chiffre. J'ai juste dit que la majorité des syndicats étaient contre la réforme. Ça, vous me l'accordez. C'est la seule chose. La majorité. Mais ils ne représentent rien. Lui est pour, mais ils ne représentent rien. Ils ne représentent pas suffisamment. 8% des salariés en France, publics-privés. Si vous comparez, vous avez parlé, je vais parler. Si vous comparez aux pays scandinaves, vous savez, le taux de syndicalisation ici, au Danemark, c'est 70 à 75%. La représentativité est beaucoup plus importante. La représentativité est beaucoup plus importante parce que c'est pas tout à fait le même syndicalisme. Mais les syndicats représentent de moins en moins de gens et ils sont aussi assez fatigués. Des syndicalistes dans la rue. Vous avez plein de gens qui sont mobilisés au-delà des syndicats. Le problème conjoncturel sur la réforme des retraites, madame, le problème, il est où? C'est que le pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement, si vous me permettez l'expression, s'y sont pris comme un manche. C'est-à-dire que ça fait 2 ans et demi que cette réforme, je suis désolé, elle était sur la table. Ça a même été, je l'ai rappelé récemment, la première des réformes du programme d'Emmanuel Macron. Alors, page 13 du programme, chacun ira vérifier. Il est exactement marqué. Sauf l'âge pivot. Non, mais il est exactement marqué qu'il ne repousserait pas l'âge de départ à la retraite, ni la durée de cotisation. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La première des réformes, c'est la chose la plus importante. Vous êtes d'accord là? La première des réformes, c'est celle-là, c'est de dire on va faire une retraite où on va mettre tout le monde dans un même régime. L'universalité. Et ils n'ont pas été capables, de l'expliquer. Ils n'ont pas travaillé parce que c'est évidemment une réforme. Dans d'autres pays, ça s'est fait en 5 ans. Au Danemark, notamment, ça s'est fait. C'est une réforme. En Suède, ça s'est fait en 5 ans, cette réforme. Ils regrettent, paraît-il. Mettre tout le monde dans un même régime et ils regrettent. Le niveau des pensions a baissé. Pour certains. Et en disant que de toute manière, il faut une part de capitalisation qui existe déjà dans notre pays, y compris pour les fonctionnaires. Ils ont été incapables d'expliquer tout ça. Et en plus, ils ont rajouté une cerise sur le gâteau, qui évidemment est une cerise qui a fait hurler beaucoup de Français, c'est que il fallait travailler plus longtemps. Ok, ça c'est bien d'expliquer. J'aimerais bien me tourner vers vous, Maïtena, pour avoir un sentiment plus personnel sur l'homme. Vous aviez interrogé, on s'en souvient, François Hollande. On savait que c'était un président mal aimé, il en souffrait. Là, on a un Emmanuel Macron qui cristallise une détestation. Il y a d'autres présidents qui ont été vraiment chahutés. Mais est-ce que là, on n'est pas dans une sorte de facture un peu différente? Je pense que vous parliez de dérive autoritaire quand Jean-Luc Mélenchon, face à des journalistes, dit « je suis l'État » et la République, c'est moi. Je suis la République, c'est la même chose. Il y a un climat comme ça. Je pense qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont ravis de s'auto-entretenir l'un l'autre. Cela permet à tout le monde d'être bien tranquille dans son camp et ça ne fait pas gagner, pour le coup, le débat démocratique. Je suis, moi, horrifiée de voir des gens qui se baladent avec la tête du président de la République au bout d'une pique, quel qu'il soit. Et je trouve que c'est extraordinairement choquant. De même les adresses. De climat insurrectionnel. Ça s'est fait dans l'histoire de France. Oui, ça s'est fait. C'est OK. Attention, on ne dit pas de mal de la Révolution, on n'a pas le droit. Quand on parle d'un climat là, je veux le dire, moi, ça me choque. Et les adresses à Brigitte Macron me choquent aussi de la même manière. Je pense que ça vous choque de la même manière, Manon. Enfin, j'imagine. La différence, c'est que... Je pense que quand on en arrive à une telle situation, c'est satisfaisant pour personne. Et je ne me satisfais pas de cette situation. Je viens de dire qu'elle était co-créée, en fait. Mais... Alors, je pense que la différence, nous, de notre côté, c'est que, justement, et là où je suis d'accord aussi avec votre analyse, il y a un problème avec la 5e République. C'est d'ailleurs pour ça qu'on plaide pour une 6e République, pour une redistribution des pouvoirs. Juste, c'est choquant de se balader avec la tête du président de la République au milieu. Mais en fait, il faut comprendre la détestation qui a grandi en France. Dans toutes les enquêtes d'opinion, la détestation, elle devient personnelle. Mais quand bien même, pardon, mais c'est choquant de se balader avec la tête du président de la République. Je suis d'accord avec vous pour dire que c'est choquant. J'essaie juste de comprendre comment on en est arrivé là et de se dire...
ok, comment on sort de cette situation par le haut? Parce qu'on a des gens qui se détestent. Mais vous dites que c'est choquant, vous n'avez pas le sentiment que... jette de l'huile sur le feu. Et que dans le parti La France Insoumise également, il y a une forme sans alimenter les violences, une condamnation qui n'est pas toujours très audible. Vous savez, c'est souvent le reproche qu'on nous fait et je trouve qu'il tourne assez rapidement en boucle parce que, et je vous l'aurais dit s'il y a besoin de le clarifier, non, jamais la violence n'est un moyen ni une méthode en démocratie pour se faire entendre. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Et on ne sera jamais du côté de la violence. Madame Garrido. Jamais. Mais aujourd'hui, si vous voulez parler de violence, il y a des gens qui les subissent à cause des violences policières, à cause des violences sociales. Et donc ces violences-là, il faut les entendre. Et je ne dis pas qu'il faut répondre par la violence. Toujours, vous savez, nous, on a toujours été sur les piquets de grève, auprès des manifestants, et on n'a jamais encouragé la violence. Même mieux que ça, quand on se trimballe avec notre écharpe de député, on essaie, quand c'est possible, de faire diminuer le niveau de tension parce que on croit au dialogue démocratique comme un outil pour résoudre les tensions, mais force est de constater que de ce point de vue-là, c'est pas Emmanuel Macron qui est du côté de la démocratie en refusant d'écouter le peuple. On a l'impression que du coup, je suis pas d'accord. Je vous ai pas dit qu'il fallait y répondre par la violence. Je vous dis juste qu'Emmanuel Macron refuse d'utiliser les outils démocratiques pour écouter le peuple et que ça explique la frustration qui est en train de se créer. Je suis pas tellement d'accord avec ça. On vient de vivre deux séquences. Une séquence qui était absolument pas contrôlée, qui était la séquence des Gilets jaunes, où il n'y avait pas de leader, où il n'y avait pas de mot d'ordre, où il n'y avait rien. Et une deuxième séquence qui est une séquence on ne peut plus classique de conflit social. Autant que je sache, la deuxième séquence, celle du conflit social, il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de blessés. Il y a pas... D'abord, sur cette année et demie, images de violences policières régulièrement sur les dernières semaines. Il n'y a pas eu de mort. La même chose aux États-Unis. Il faut des morts, la même chose aux États-Unis, vous auriez eu 20 morts. Qui perdent leurs mains. La même chose. J'ai pas fini. Super. J'ai pas fini. La séquence conflit social est assez classique. Il y a toujours des policiers avec des services d'ordre, avec des manifestations aussi. Il y a des provocations. Annoncées. La première séquence, moi, elle me fait penser, celle des Gilets jaunes, à quelque chose qui a été théorisé d'ailleurs par un philosophe grec qui a analysé comment les pays évoluaient. Alors vous évoluez à partir, la monarchie, les pouvoirs autoritaires, tout ça, puis vous arrivez à la démocratie. Et quel est le régime qui suit la démocratie? C'est l'oclocratie. L'oclocratie, c'est quoi? C'est quand vous avez un bazar général, où justement, il y a une révolte qui n'est absolument pas canalisée, qui ne débouche sur rien, qui n'a pas de mot d'ordre, qui n'a pas de leader, et c'est un peu ce que la France a vécu pendant 6 mois. Et d'ailleurs, ça a débouché sur quoi? Ils avaient des mots d'ordre très clairs. Alors je voudrais qu'on va revenir. Et ça, c'est intéressant. Manifestement, vous les avez pas bien entendus. On va revenir sur l'impôt de solidarité sur la fortune, sur la journée. Ce qui est intéressant quand même. En tout cas, les Gilets jaunes ne se sont pas emparés de cette mobilisation sur les retraites qui auraient pu les concerner. Voilà, par exemple. Deux mouvements qui sont restés imperméables l'un à l'autre. On part dans la manif. On va quand même s'intéresser à cette journée. Est-ce que c'est un baroud d'honneur? Est-ce que c'est un regain de mobilisation? Alors, pour tout vous dire, l'émission est enregistrée. On ne pourra pas vous donner les chiffres de la mobilisation, mais on va entendre les mots d'ordre. Et au même moment, on va entendre le secrétaire d'État, le monsieur retraite du gouvernement, qui présentait son texte. C'est signé ce sujet Ahmed Tazir. Slogans et chorégraphies au rythme des tubes des années 80. 11h30 ce matin, la manifestation parisienne contre la réforme des retraites démarre. 51e jour du mouvement et toujours la mobilisation pour faire pression sur le gouvernement. Emmanuel Macron, président des patrons. Les syndicats, fer de lance de la contestation, sont là. La CGT et son patron Philippe Martinez qui jure de tenir jusqu'au retrait. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de grévistes. Vous parlez beaucoup des transports, mais dans l'ensemble des catégories de salariés du pays, dans le public comme dans le privé. Force ouvrière est là aussi. Le message, on entre dans une phase nouvelle. Et on va partir dans un débat parlementaire. Eh bien, on a devant nous des semaines et des mois de mobilisation sous des formes qu'on va examiner pour faire en sorte de nous faire comprendre, de convaincre. Et j'ai le sentiment, un sondage nous dit que 60% ou 61% de la population demande au gouvernement de retirer cette réforme. J'ai l'impression qu'on se fait comprendre, que tout le monde a compris quel était le danger de cette réforme. Au même moment, le projet de loi de réforme des retraites est présenté en Conseil des ministres.
En première ligne, la ministre de la Santé qui détaille le projet de réforme du système universel. Aujourd'hui, il apparaît bien que cette refondation d'un système de retraite est un enjeu social et un enjeu démocratique. Les objectifs qui sont assignés à ce nouveau système universel de retraite sont l'équité entre tous les Français et entre les générations, la simplification et la lisibilité. Les manifestations d'aujourd'hui sont nationales. À Marseille, quelques milliers de manifestants ont battu le pavé. À Nantes, plusieurs milliers de personnes ont bravé la pluie. 3 nouvelles journées de mobilisation sont annoncées pour la semaine prochaine. Et nous a rejoint sur ce plateau Raphaël Legendre. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique à l'Opinion et chroniqueur dans cette émission. Peut-être juste, quand vous voyez, vous avez manifesté, Manon Aubry, l'idée c'est quoi maintenant ce soir? Ça y est, on a un projet de loi qui est au Conseil des ministres, qui va arriver le 17 février à l'Assemblée. C'est quoi? Jusqu'où vous continuez? Jusqu'au retrait, le mot d'ordre il est très clair pour le coup aussi. On écoute, on entend tous ceux qui se mobilisent sur le terrain de différentes formes parce que au bout de près de 50 jours de grève, forcément, les gens sont fatigués, ils sont ruinés. Mais on a envie de vous demander de quel côté le pourrissement? Est-ce qu'il n'est pas du vôtre à vouloir continuer vaille que vaille, alors qu'il y a quand même des lignes qui bougent du côté du gouvernement? Lesquelles? Il y a une conférence de financement avec la CFDT, oui, avec l'État, avec toute une série de régimes spéciaux, il y a des concessions qui ont été faites. On se demande. Prenons-les dans l'ordre. Si je vous dis je vais faire une conférence de financement, mais j'exclus d'ores et déjà la possibilité d'augmenter les cotisations sociales. On parlait de démocratie tout à l'heure. Si vous voulez faire une conférence sur le financement où vous consultez, alors laissez toutes les portes ouvertes et toutes les options ouvertes. C'est pour ça que c'est important de ne pas se faire leurrer et de voir véritablement ce qui est mis sur la table. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le gouvernement n'est pas prêt à revenir sur l'essentiel, le cœur de la réforme, c'est ces fameux 14% de PIB dédiés au financement des retraites. Et c'est un enjeu important. Moi, là, on est dans une situation... Mais on se demande combien de temps ça peut durer, parce que je ne pense pas, vous allez nous le dire, vous n'allez pas retirer le texte. Ça n'arrivera pas, ce scénario-là. Le CPE a été promulgué, donc voté à l'Assemblée nationale, même promulgué, avant d'être retiré. Nathalie, vous pouvez gouverner, on peut légiférer quand on a un mouvement social, même s'il peut s'essouffler, mais qui dure aussi longtemps. C'est le plus long mouvement social depuis 1960. Et qui est encore très largement soutenu. Alors, très largement soutenu, je ne sais pas, puisqu'on n'a pas les chiffres, en tout cas, comme vous l'avez dit, dans toutes les enquêtes de la manifestation. Oui, enfin, les enquêtes d'opinion. Vous attendiez à ce que ça tienne si longtemps? C'est quand même impressionnant de voir que... Voilà. Non, pardon. C'est long. En tout cas, moi, je pense que ce qui doit nous importer aujourd'hui, finalement, c'est pas de savoir s'il y avait plus de manifestants ou moins de manifestants, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, pour le gouvernement, je le disais tout à l'heure, il y a eu des maladresses, on n'a pas bien communiqué, on a peut-être manqué de pédagogie, donc, je le concède, mais c'est juste parce qu'on comprend le sujet aujourd'hui, c'est ça n'est absolument pas ce que je dis. Vous y revenez à chaque fois, mais mais pour vous, c'est juste, il faut mieux l'expliquer et les gens vont être d'accord. Pensez et mettez l'idée que les gens ont bien compris en quoi consiste la réforme et qu'ils sont contre. Ce que vous dites, si on fait plus de pédagogie, je reprends exactement vos mots, alors les gens vont mieux comprendre et donc être d'accord avec votre réforme. C'est là où... alors je reprends le raisonnement que j'avais précédemment. Je disais qu'effectivement, c'est un engagement de campagne du candidat Macron. Donc c'est un engagement que nous mettons aujourd'hui en musique. Pas sur le départ à la retraite à 65 ans. D'accord, mais sur le projet de réforme de retraite, vous êtes d'accord que c'était bien dans le programme du candidat Macron? On pourra revérifier les mots exacts. Ni l'augmentation de la durée de cotisation. Vous dites que vous ne voulez pas de réforme des retraites et c'était dans son projet. Donc vous voulez que ce soit retiré purement et simplement. Moi, je ne veux pas tout simplement que les gens travaillent plus longtemps avant de partir à la retraite et des pensions plus basses. C'est simple. Et je pense que cet horizon-là, c'est l'horizon que veulent la majorité des Français. Là, c'est l'observateur politique qui va trancher 65 ans. Ils ne seront jamais d'accord, c'est une évidence. La question, c'est est-ce que ça laisse des traces, un face-à-face dont on ne peut pas sortir, même si, au fond, on imagine peut-être l'issue et que ce texte finira par être voté, sûrement amendé. Il y aura des déçus. Bien sûr que ça laisse on a l'impression que personne ne sort gagnant de ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est évident, puisque de toute manière, le gouvernement a conduit une réforme de façon tout à fait chaotique et sans vraiment avoir préparé son sujet de façon très amateur, finalement. Je suis désolé, c'est pas des maladresses. Ça commence à faire long quand même. C'est plus que des maladresses, le problème de méthode dont vous parlez, on nous l'a déjà dit 4-5 fois. Et ça continue, je dirais, parce que rendez-vous compte, dans quel pays y aller un moment. Vous décidez d'une réforme avant de savoir quel argent elle va vous coûter, cette réforme. C'est-à-dire que là, on va voter, si j'ai bien compris, normalement.
une réforme, où on va engager une discussion sur une réforme, et parallèlement à ça, on va convoquer une conférence pour savoir comment on va la financer, cette réforme. Sachant que cette conférence sera sans doute difficile à conduire parce qu'il y aura des oppositions, chaque personne ne va être d'accord. Donc c'est quand même du travail, je dirais, de gribouille. Hein, comme on disait du temps de Nicolas Sarkozy. Non, de gribouille. C'est de la gribouille. Une organisation syndicale. Et qu'est-ce qui sort de ça gagnant? Personne ne sort gagnant. Pourquoi? Parce que les syndicats, finalement, ils n'ont jamais été en position de force dans cette histoire. Ils ont mobilisé très peu de gens dans les rues. La plus grande des manifestations qui a eu lieu le 5 décembre, elle n'a même pas réuni 500 000 personnes. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, il y avait 2 millions de personnes dans les rues. Donc ça s'est très vite essoufflé. C'est une poignée d'individus dans les syndicats qui ont bloqué les transports en commun. Et je vous invite à aller d'ailleurs en province. Dans les transports urbains, ça marchait très bien. C'était vraiment très le pays n'est pas bloqué. Donc, il n'y a pas de gagnant du côté des syndicats. Et le gouvernement et le pouvoir exécutif n'a pu que perdre des plumes dans cette histoire. Parce que son autorité a été contestée, parce qu'il n'a pas préparé son texte, et parce que vis-à-vis d'un certain électorat qui aujourd'hui soutient la majorité présidentielle, qui est un électorat de droite, ils vont arriver au bout du compte en se disant mais cette réforme, c'est une réformette qui n'est pas, qui ne tient pas toutes ses promesses si il y a encore des concessions qui sont faites. Mais les opposants non plus ne tirent pas, entre guillemets, les marrons du feu, parce que quand on regarde la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon, l'effet mouvement social, il n'y en a pas. Accepter qu'on fasse de la politique, pas pour tirer les marrons, ou peu importe l'expression. Non, mais et que, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais sauf que là, un mouvement social de cette ampleur... L'objectif de manière concrète, c'est que le mouvement social puisse sortir grandi, puisse être écouté, et que le projet de loi soit retiré. Et je veux dire, si toute l'opposition s'écroule en matière de popularité, je m'en fous. Si jamais on arrive déjà à gagner ça, ça fait une différence pour les gens qui se mobilisent et ils se disent ça marche, on est écouté. Alors pour l'instant, ce projet de loi, il n'est pas retiré, il est justement même présenté en Conseil des ministres. Raphaël, vous avez pu le regarder. Est-ce qu'on y voit plus clair? Qu'est-ce qu'on apprend? On y voit un tout petit peu plus clair. Alors, si les Français ont compris la réforme des retraites, moi je dis chapeau, nous les journalistes, en tout cas qui suivons ça depuis 24 mois, jusqu'ici on était dans le flou, jusqu'aujourd'hui où on a enfin cette étude d'impact et enfin quelques chiffres sur la table, car ça paraît délirant, mais cette réforme qui va coûter des dizaines de milliards durant la période de transition, en tout cas, n'avait aucun chiffre. On en a quelques-uns maintenant, je vous en donne 3 pour commencer. Le premier, c'est une baisse des inégalités que va entraîner cette réforme dans la rémunération, dans les pensions des retraités. Une baisse de 28% entre les 10% des retraités les plus modestes et les 10% des retraités les plus aisés. Ça, c'est bien. Si je puis dire. Avant la réforme, c'est-à-dire dans le système actuel, cet écart serait de 7,1. Après la réforme, il ne sera plus que de 5,1. Donc on réduit les inégalités avec cette réforme. Comment on réduit ces inégalités? Par une hausse assez importante des petites retraites. En réalité, on a eu ces chiffres aussi 1 000 € aujourd'hui qui vont permettre d'avoir le minimum. Aujourd'hui, les 25% des retraités les plus modestes touchent 510 € par mois. Après la réforme, ils toucheront 660 €. On n'est pas à 1 000 € parce que tout le monde n'est pas à temps plein pour les temps partagés. Voilà, si on les met tous ensemble, cette moyenne sera de 660 €. C'est une augmentation de 25% de la retraite des 25% les plus modestes. C'est important. Pour les 25% au-dessus, ce sera plus 5. Et pour la moitié supérieure des retraités, c'est plus important. Donc, tout le monde, en réalité, devrait gagner en retraite, en pension. Tout le monde, sauf les plus riches. Les 300 000 Français les plus riches, les 1%, les fameux 1%, qui, eux, verront leur pension baisser puisqu'ils ne cotiseront plus au-delà de 10 000 €. Par contre, ils devront payer un impôt de solidarité de 2,81% pour financer la retraite. Donc tout ça devrait pour l'instant rassurer les Français. Autres. Donc tout ça est plutôt effectivement rassurant. Je vous donne un troisième exemple, encore chez les plus modestes. Un travailleur qui a cotisé toute sa vie en étant au SMIC. Il devrait toucher aujourd'hui 1 082 € de retraite, ou en tout cas en 2025. Et avec la réforme de retraite par points, ce sera 1 147
euros, c'est voit plus à l'antenne. 6%. Donc on a dans l'ensemble une mesure, une réforme qui est plutôt redistributive. Alors il reste encore quelques sujets à traiter qui sont encore en négociation. Outre l'équilibre financier, on en a parlé, il y a l'amélioration du minimum contributif, les fameux 1 000 euros, qui vont se transformer en 85% du SMIC. Et comme le SMIC va augmenter, ces 1 000 euros vont augmenter. Comment vous voulez comprendre un truc? C'est insensé. L'emploi des seniors aussi, qui devrait être facilité évidemment pour travailler plus longtemps. Et puis l'amélioration des critères de pénibilité aussi dans cette réforme. Bon. Mais donc, on a plutôt dans l'ensemble une réforme de gauche. J'ai envie de dire, parfois... et on a du mal à comprendre que la France insoumise se batte autant contre une réforme qui privilégie en priorité les plus modestes. Et les femmes. J'espère que le gouvernement vous paiera un bon petit chèque après cette promotion. Pas du tout, c'est une étude d'impact, donc vous pouvez écarter de manière didactique les chiffres. Allez regarder du côté du collectif. Allez regarder du côté du collectif Nos Retraites, qui les journalistes regardé de très près les cas qui sont présentés et qui a notamment mis en exergue que sur les 28 cas qui sont présentés, en réalité, il n'y en a que 10 qui sont gagnants et 18 qui sont perdants. Oui. Et notamment parce que n'est pas appliqué le bon bonus-malus. Si on veut bien garder en tête, et ce qui est dit très clairement aussi dans l'étude d'impact, c'est que l'âge de départ à la retraite, donc pour toucher le fameux taux plein ou l'équivalent... 64 ans, quand le départ moyen est à 63 ans et demi. On va s'arrêter là, parce qu'on ça va être jusqu'à 67 ans. On ne vous mettra pas d'accord. Ça veut dire un gros malus et je crains si vous partez avant que les Français qui nous regardent aient du mal à suivre. Merci beaucoup d'être venu débattre de ce sujet des retraites et de ces mots présidentiels qui font réagir. Vous restez avec nous, Nathalie Elimas. On va parler un peu de vous à présent, Maïtena, et de cette série de 5 interviews que vous avez réalisées pour LCP. C'est une nouvelle collection donc, de grands entretiens. Vous inaugurez donc, avec deux visages, dans un décor noir. Vous allez voir 2 fauteuils. C'est très, très minimaliste, c'est très sobre, mais c'est aussi assez moderne. On regarde ce que ça donne dans le making-of de ce travail tout de suite. Les grands entretiens d'LCP, on va être plusieurs à les porter, ces grands entretiens. Et moi, j'ai choisi de m'intéresser à ceux qui s'engagent, au sens de l'engagement. Et donc là, je viens de finir l'interview de Pierre-René Lemas, qui a été secrétaire général de l'Élysée. Mais on a aussi Caroline Fourest, qu'on connaît pour être assez engagée. Il y aura Rhys qui sera là, le patron de Charlie Hebdo. C'est quoi l'engagement quand il est un peu aussi forcé? Enfin bref, on donne la parole à ceux qui s'engagent et on essaie de comprendre ce que ça veut dire et quelle place ça prend dans nos vies. L'intention de réalisation de cette émission, c'est d'être vraiment au cœur du propos, c'est d'être vraiment dans l'écoute et de créer un cadre intemporel. Voilà, on est vraiment dans les visages, on a essayé d'effacer complètement tout ce qui se passait autour. Donc il n'y a aucun artifice, c'est une photo. On l'a pensé un peu comme une photo. Voilà, c'est le réalisateur de François Godgebert. Très belle collection. Alors, il y a plein de questions. D'abord, ce dispositif, j'imagine que vous en avez discuté avec le réalisateur, très intimiste. Ça veut dire quoi? L'obscurité, ça favorise la confidence? Alors, en fait, moi, je suis arrivée avec une idée et avec un brief inverse de celui que vous venez de voir. C'est-à-dire que moi, je me référais aux studios américains des années 50. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez ces films où ils dansaient, ils montaient sur des échelles, ils montait sur un banc, il volait sur... Et on avait l'impression que le studio, comme ça. Il mesurait des centaines de mètres, et c'était le sol et le mur étaient de la même couleur. Et je disais, on fait exactement la même chose, tout blanc, avec 2 cubes, on s'assoit, et voilà. Donc là, on est dans l'inverse, en fait, mais ça fait exactement le même résultat. Et c'est pas tant une histoire d'intimité qu'une histoire d'une interview à l'os. On voit juste quelqu'un qui pose des questions et quelqu'un qui y répond, c'est tout. Alors, Rhys, Alain Duhamel, Brigitte Lahaie, Pierre-René Lemas, Caroline Fourest. Pourquoi ces 5-là? Pierre-René Lemas. Au départ, moi, je voulais faire une interview. En fait, le point de départ de tout ça, c'était d'abord de faire de l'interview. Et comme plus personne ne croit, ni les journalistes, ni les politiques, je voulais montrer aux spectateurs que les journalistes parfois avaient du courage et que les politiques n'en manquaient pas non plus quand il fallait répondre. Et qu'une interview, c'était un truc, c'était une danse, c'est un tango, c'est difficile. Et quand c'est bien fait, eh ben, on obtient des réponses extraordinaires et il se dit quelque chose. Je ne travaille pas à l'Office du tourisme des politiques, mais j'ai du respect pour eux, j'ai du respect pour l'engagement. En même temps, dans ces 5-là, il n'y a pas d'homme politique. Si, Pierre-René Lemas est haut fonctionnaire, serviteur de l'État. Mais ce n'est pas un élu. Avec
LCP a voulu ouvrir, qu'on fasse pas que des politiques, et donc on a transformé, on a clairement dit que la thématique c'était l'engagement. Et moi je voulais montrer de l'engagement. Je pense qu'on est dans une période, dans un moment où il y a une espèce de brouhaha. Moi, en tout cas, j'ai du mal à penser, et je suis pas plus idiote qu'une autre. Donc je pense que je suis pas toute seule. Et il y a beaucoup de bruit, et il y a peu de choses claires qui émergent. Et je pense que les gens engagés disent des choses très claires. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Pas du tout, mais ils disent des choses, ils portent un message, ils disent quelque chose, et je pense qu'on a urgemment besoin d'entendre des choses, de quelqu'un nous dire quelque chose. On va avoir d'ailleurs un premier extrait, regardez ce que ça donne justement quand on entend mieux les choses, quand on se donne du temps. C'est un extrait avec Rhys. C'est pas possible d'oublier cette fébrilité qu'on ressent quand on voit quelqu'un qui arrive devant vous avec une arme. Voilà, d'un seul coup, tout est suspendu, le temps est suspendu, et vous savez que vous allez basculer dans quelque chose. Donc ça, j'ai ça en mémoire, pas seulement visuellement, mais physiquement. C'est physique, une mémoire physique des choses. C'est impossible pour moi d'imaginer ce qui vous est arrivé, même si vous l'écrivez, même si vous le racontez. D'ailleurs, vous le dites, c'est pas possible. Oui, il y a toujours quelque chose qui sera irracontable. Ouais. On peut raconter beaucoup de choses, on peut décrire beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, vous vous heurtez à un mur, une sorte de plafond de verre, vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain niveau d'explication ou de transmission aux autres. Voilà, c'est là qu'avoir du temps, même pour dire l'indicible, même pour dire ce qu'on n'arrivera peut-être jamais à comprendre, c'est très important. Oui, Rhys, il fait quelque chose de très fort. Parce que lui, il était engagé dans Charlie. Je dis engagé parce que quand on fait de la caricature, quand on est un journaliste qui fait de la caricature, c'est un choix très fort qu'on fait, et c'est un choix politique. Donc il était engagé, et quand les frères Kouachi lui ont tiré dessus, je lui ai posé la question, est-ce qu'ils ont changé la nature de son engagement? Lui, il dit non. Il dit que ça a renforcé son engagement, mais ça l'a changé quelque part. Et j'étais très très heureuse qu'ils viennent, d'abord parce que moi, il me touche énormément, et ensuite parce qu'il nous convoque, quoi. Ça lui est arrivé, à lui, c'est son journal, c'est à sa personne que c'est arrivé, c'est ni à la vôtre, ni à la mienne. Et pourtant, il nous dit, en me tirant dessus, c'est à vous qu'il s'adresse. Et il le fait de manière extrêmement âpre, extrêmement sévère, extrêmement exigeante, et c'est très. Je vois que c'est une forme d'accouchement aussi, ces entretiens. Ah ouais, j'adore ça. Comment on fait pour faire un bon entretien, complètement en dehors de l'actualité, pour qu'il reste au fond? On écoute. C'est tout. On écoute et on relance. C'est long d'écouter, parce que pour réussir à écouter quelqu'un, il faut renoncer à s'entendre soi-même. C'est-à-dire qu'il faut avoir soit plus du tout d'ego, soit un ego tellement dense et solide, c'est mon cas, que je n'ai plus besoin de le mettre en avant. Vous voyez ? Mais je crois que oui, ça s'apprend d'écouter, et c'est long. Et l'actualité, ça vous manque pas du tout? Non, pas une seule ça seconde. A été quand Honnêtement, même je vous le dis, ce débat sur les retraites qu'on vient d'avoir, je pense que ça n'a aidé personne. Franchement, et moi je pense que la télé, ça doit être utile et tout ça, et qu'on doit tous... je pense que Manon Aubry est quelqu'un qui a une grande valeur. Je pense, madame, que vous avez certainement une grande valeur, et ça n'est pas normal que deux femmes qui ont une grande valeur n'arrivent pas à se parler pour nous faire avancer tous. Et donc ça, je déteste ces espèces de propos de vieux cons qui disent « j'aime pas l'époque », parce qu'en plus j'aime mon époque, mais il y a un truc dans l'époque qui me... Quoi précisément? C'est complètement cinglé. C'est le présent perpétuel, c'est... Cette espèce la réflexion... on demande à tout le monde d'avoir un avis sur tout immédiatement, et cet avis doit être noir ou blanc, et non, en fait, non. Moi, je sais pas penser comme ça. Je pense que vous non plus, Myriam, on ne peut pas chacun avoir un avis sur tout comme ça, parce qu'il faut le tweeter, ou parce qu'on me l'a demandé. Mais non, en fait. Non. Mais c'est pour ça que les décryptages sont importants. C'est pour ça que ce genre d'émission est importante pour apporter justement le recul. Et le recul. Si ça n'a pas beaucoup éclairci selon vous, c'est dommage. Mais fréquenter de l'autre, réinstaurer cette conversation où on peut se parler. C'est le dialogue qui est de plus en plus difficile. Non, c'est la conversation. C'est-à-dire discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Oui. Et c'est pas grave, quoi. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est obligé de s'insulter, quoi. Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est une chance. Alors, on va maintenant voir un deuxième extrait. On a commencé à en parler. Pierre-René Lemas. Oui. C'est donc un haut fonctionnaire que vous avez décidé de mettre en lumière. Regardez. Il commence à y avoir un bruit, comme ça, qui est le président de la République va parler dans le petit studio de la rue de l'Élysée. Vous savez que l'Élysée a un petit studio de télévision où la presse est parfois reçue. Voilà. Et donc on est allé avec quelques amis
les amis du début du quinquennat de François Hollande le regardaient à la télévision. Bon, on se doutait bien, on avait compris quelque chose, quoi. Mais vous ne saviez pas? Non, je savais pas. Je savais pas. Et on a entendu le président Hollande annoncer ça. Et c'est vrai que ça a été un moment étrange parce que on avait des sentiments mélangés. On était un peu triste, un peu furieux. Oui. Un mélange des deux, voilà. Triste qu'il n'y aille pas, furieux qu'il ne vous l'ait pas dit avant. Non, triste qu'il n'y aille pas, furieux qu'il n'y aille pas. Alors, à ce moment-là, d'ailleurs, il n'est plus secrétaire général de l'Élysée. Hein, c'est avec des amis du début de mandat qui se réunissent pour regarder la télé. Donc Pierre-René Lemas, il est assez peu connu du public. Il a été secrétaire général de l'Élysée, il est préfet, il a été préfet en Corse, entre autres. Il a été président de la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, il dirige des associations qui s'appellent France Active. Et c'est un grand serviteur de l'État, ce qu'on appelle ces grands serviteurs de l'État, qui a toujours travaillé plutôt dans la discrétion. D'ailleurs, il le revendique, il le réclame. D'autres se sont fait beaucoup plus connaître. Lui n'avait pas envie de ça. Et je lui ai posé une question à un moment où j'ai tellement aimé cette réponse. Je lui ai dit, est-ce que ça rend heureux de servir l'État ? Mais juste pour ça, il faut regarder l'émission, quoi. La manière dont il répond. Il me regarde, il me fait « Oui ». C'est comme une évidence. Mais je trouve ça extraordinaire. Il parle aussi de la charge que ça représente dans le même mouvement. Il a vu mourir des gens proches. Il était ami du préfet Erignac. Son père a pris des balles dans le dos en Algérie pour son engagement politique. Lui-même a vu une bombe exploser dans son bureau quand à son tour il était préfet en Corse. Donc il sait ce que coûte l'engagement, vraiment très cher. Et il répond que l'État n'est pas une vieille idée déliquescente et voilà. Ça vaut le coup, quoi. Pour terminer, alors c'est Pierre-René Lemas et RIS qu'on pourra voir dimanche prochain, mais il y aura aussi Brigitte Lahaie. Oui. L'engagement et Brigitte Lahaie, c'est une évidence là aussi ? Non, je crois pas, mais, pas pour moi en tout cas. Mais, quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais oui, évidemment, c'est une jeune fille de 18 ans, de province, de famille plutôt bourgeoise, qui dit au monde entier, à sa classe sociale, à sa famille, à son statut de femme, eh bien moi, ce par quoi je vais me réaliser, c'est la sexualité. Eh ben, moi, j'aurais été capable de dire un truc pareil, je vous dis. C'est hallucinant. Et par ailleurs, elle n'a jamais lâché cet engagement et elle a entendu 500 000 auditeurs depuis toutes ces années qu'elle a aidé à trouver une voie, à s'épanouir dans leur sexualité. C'est quand même pas rien, quoi. Vous avez envie de continuer ? D'en faire d'autres ? Oui, je crois que oui. Vous avez pas mal d'activités, vous êtes productrice. Oui, j'ai ouvert ma boîte de prod, mais en fait, je m'étais dit, je fais 5 interviews, puis après j'arrête. Et en fait, j'ai hyper envie de continuer. C'est vrai ? Oui, parce que j'ai adoré. Avec des politiques, peut-être ? Oui, en fait, on a des gens dont je ne peux pas refuser l'idée de les interviewer, qui nous ont dit oui, donc je vais le faire. Mais je peux pas, j'adorerais, mais... C'est trop tôt, mais vous reviendrez nous... C'est gros, du gros. En tout cas, bienvenue sur LCP. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Je suis sûre que le sujet dont on va parler va vous intéresser. Il s'agit évidemment de la question du consentement, le consentement sexuel des mineurs. Alors, que dit la loi ? Faut-il la changer ? Vous souhaitez la changer, Nathalie Elimas. Beaucoup de députés, d'ailleurs, sont d'accord avec vous depuis la déflagration de l'affaire Matzneff. Explication, Hélène Bauduel. Le consentement ou le récit de l'emprise d'un écrivain de 50 ans sur une adolescente de 13 ans. Nous sommes fin décembre, l'auteure et éditrice Vanessa Springora publie son témoignage. L'affaire Matzneff vient d'éclater. C'était important pour moi, effectivement, de faire rentrer dans le champ littéraire la voix d'une jeune fille qui avait été victime, et parce que c'est une voix qu'on n'entend jamais, effectivement, en littérature. Et à l'époque, Gabriel Matzneff se vante de ses écrits pédophiles dans les médias. Marie-Elisabeth, je l'ai connue quand elle avait 15 ans. Là, elle en a 20 ou 22 à ce livre. Elle est toujours dans ma vie. L'affaire Matzneff relance le débat sur l'âge du consentement sexuel. D'ailleurs, une quarantaine de députés, principalement issus des rangs de la France insoumise, ont déposé une proposition de loi. Elle prévoit de permettre une présomption simple de la contrainte quand l'agression sexuelle est pratiquée sur un mineur de 13 ans. Et elle sera examinée le 5 mars prochain. Un sujet déjà défendu par les députés du groupe en 2017. Il faut créer un seuil de présomption de non-consentement et le porter à l'âge de la majorité sexuelle, 15 ans, pour qu'il y ait un âge en dessous duquel le discernement et le consentement ne puissent être invoqués. Nous sommes en plein débat au Parlement autour de la loi contre les violences sexuelles et sexistes.
Le gouvernement évoque déjà l'âge du consentement sexuel. La question effectivement qui est aujourd'hui posée, c'est celle de l'établissement d'un seuil en deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas exister. Beaucoup de pays européens ont établi cette règle avec des seuils d'âge différents qui varient globalement entre 13 et 15 ans. Nous sommes en train de réfléchir au meilleur âge possible. Et évidemment, nous le ferons avec l'ensemble des parties prenantes. Mais la loi a finalement été votée sans âge de consentement. Retour au point de départ. En attendant, le gouvernement, lui, propose une évaluation de la loi Schiappa 2 ans après sa mise en œuvre. Elle commencera lundi et devrait durer jusqu'à fin avril. Bonsoir Pascal Kuslik et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes avocat, vous présidez l'association Coup de pouce protection de l'enfant. Vous allez nous expliquer ce que vous voulez précisément faire sur ce fameux âge de consentement. C'est très compliqué juridiquement, mais je voudrais d'abord vous faire réagir. Vous l'avez lu, le livre de Vanessa Springora, vous l'avez entendu et écouté? Je suis en train de le lire, je n'ai pas terminé encore, mais je veux revenir un petit peu en arrière, parce qu'au-delà de cette affaire, il n'y a pas si longtemps encore, il y avait Adèle Haenel. Et puis moi, quand je me suis saisie de cette question, vous venez de parler d'engagement, mais ça a une histoire aussi pour moi. Je venais d'arriver à l'Assemblée nationale donc en juin 2017. Et en septembre, j'ai reçu un message, un cri du père de la petite Sarah. C'est l'affaire de Pontoise. Voilà, il se trouve que cette famille habite la circonscription sur laquelle je suis élue. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré Sarah, j'ai rencontré son avocate. Et je suis une femme, je suis une mère, j'ai 4 enfants, je suis une élue. Et il était évident que je ne pouvais pas laisser les choses en l'état. Et pour moi, il est évident qu'il faut absolument réformer la loi et qu'il faut faire en sorte que plus jamais le consentement d'un enfant, d'un mineur, à l'acte sexuel ne puisse être interrogé. Alors justement, qu'est-ce qu'on doit faire, maître, à votre avis? Déjà, est-il vrai qu'il n'existe pas aujourd'hui clairement d'âge du consentement pour la minorité sexuelle dans la loi aujourd'hui? C'est tout à fait vrai, contrairement à ce que les pouvoirs publics ont pu faire croire après le vote de la loi Schiappa. Le nouvel article qui a été introduit renvoie aux capacités de discernement de l'enfant, c'est-à-dire qu'on continue à examiner, alors c'est plus le consentement, c'est le discernement, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on continue à examiner au cas par cas si l'enfant a pu consentir ou pas. Et ce qui est pour nous une aberration totale, c'est que c'est un régime qui est donc adopté pour les mineurs de moins de 15 ans, sans qu'il y ait de distinction particulière. C'est-à-dire que cette question sur le discernement, elle devrait se poser, d'après la loi Schiappa, même pour des enfants de 3, de 6 ans, de 8 ans. Ce qui est juste un défi au bon sens. Donc ce que vous réclamez très clairement, c'est qu'on ait un âge, 15 ans, pourquoi pas 15 ans, c'est ce que vous défendez, peut-être moins. Moi j'avais même 2 propositions. Pour que quoi? Pour qu'on se dise, on arrête jusqu'à 15 ans, j'essaye de schématiser, de se poser la question du consentement dans le cadre des agressions ou des atteintes sexuelles. C'est ce que Marlène Schiappa avait annoncé. Elle avait dit dans un quotidien qu'on ne devait plus se poser la question du consentement d'un enfant. Alors, il y avait une discussion sur l'âge. C'est ce qu'on a entendu aussi dans votre reportage de Madame Belloubet. Elle expliquait effectivement que d'autres pays avaient adopté cet âge de non-consentement. Et on se rend compte effectivement, quand on fait le comparatif, que la France est extrêmement en retard. L'Angleterre a une présomption de non-consentement depuis 1956. C'est-à-dire à quel âge? À 13 ans. Ça veut dire que ça fait 60 ans qu'ils ont résolu la question. Nous, on s'entête. Et j'étais étonné au moment des débats à l'Assemblée nationale de constater que ces comparatifs-là avec les autres droits avaient été un peu passés sous silence. C'est-à-dire qu'on invoque des arguments qui, d'après moi, sont fallacieux sur le non-respect de la présomption d'innocence, sans même s'apercevoir que ces pays-là, la Belgique, l'Angleterre par exemple, qui sont soumis eux aussi au respect de la présomption d'innocence, ont un âge de non-consentement. Mais là, il se passe quelque chose. Il y a une prise de conscience collective. Vanessa Springora, elle dit très clairement que son livre n'aurait pas eu le même impact médiatique il y a encore 5 ans. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse, au fond, vraiment se dire on est en phase de pédocriminalité et donc arrêtons de se poser la question de ce consentement. Vous le placez à quel âge? À 15? À 13? Moi, je veux que de façon extrêmement claire, maintenant, on rappelle la force de l'interdit. Ça, c'est la première chose. Il faut que l'on reconnaisse la victime comme étant une victime et il faut que l'on condamne son agresseur.
Une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend? À l'occasion de l'examen du texte de Marlène Schiappa, donc la loi de 2018, moi j'avais fait 2 propositions par voie d'amendement, 2 seuils d'âge. Un premier seuil d'âge à 13 ans, où effectivement je proposais une présomption irréfragable. Alors, tous les arguments qui m'ont été opposés... On ne peut pas la démonter. Absolument. Voilà, parce que je considère... Parce qu'on dit mineur de 13 ans, donc on imagine un enfant de 13 ans. Mais un mineur de 13 ans, c'est quoi? Ça peut être un enfant de 2 ans. Ça peut être un enfant de 5 ans, ça peut être un bébé, ça peut être un petit garçon de 9 ans qu'on emmène dans un local poubelle en lui demandant de faire une fellation. Est-ce qu'on peut penser un instant qu'il a été volontaire pour le faire? Non. Donc pour moi, il y avait une présomption irréfragable pour un mineur de 13 ans et une présomption simple pour un mineur de 15 ans, parce que j'entends en effet qu'entre 13 et 15 ans, une jeune fille qui peut être formée, on peut... Éventuellement, ça peut peut-être porter à confusion, et dans ce cas-là, c'est une présomption simple. Donc vous allez reproposer ça? Alors, aujourd'hui, il y a la France Insoumise. La France Insoumise, les Républicains veulent aller à 15 ans. La France Insoumise, effectivement, dépose une proposition de loi qui sera examinée à l'Assemblée nationale là, le 5, donc il pose une présomption de contrainte et qui la fixe à 13 ans. Je rappelle que vous êtes MoDem, vous pourriez voter ce texte. Je vais voter ce texte. Bien évidemment, et dans une tribune que j'ai fait paraître dans Le Parisien ce week-end, j'appelle évidemment mes collègues sur tous les bancs de cette Assemblée à voter ce texte et à faire bouger les lignes, peut-être à l'amender, et pourquoi pas. Et je verrai moi-même si, avec mon groupe, nous décidons de remettre au débat cet amendement sur l'irréfragabilité, pardon. Mais bien sûr, ce n'est pas un combat transpartisan. C'est une question de société et c'est surtout la question, c'est comment aujourd'hui en France on veut protéger nos enfants. On dépasse les clivages sur un sujet comme ça, Maïté Nabiraba. Moi, j'ai lu un papier très juste. Malheureusement, je cherche son nom, d'une journaliste de Elle remarquable, qui expliquait qu'elle, quand elle était jeune fille, elle était tombée amoureuse d'un ami de ses parents et qu'elle l'avait dragué, quoi. Enfin, elle devait avoir 11 ou 12 ans. Et que cet homme, à un moment où elle se rapprochait un peu trop, avait pris sa main et l'a remis à sa place et lui a dit non. Et je pense que la personne importante dans ce cas-là, c'est l'adulte et pas l'enfant. Et il me semble encore qu'on est dans un pays où il est interdit de coucher avec des mineurs. C'est bien ce que je dis. Il faut rappeler la force de l'interdit. Après, oui, mais pourquoi faut-il rappeler la force de quelque chose qui est interdit? C'est interdit, c'est interdit. C'est pas interdit un peu ou interdit moyennement. C'est interdit, c'est interdit. Enfin, sauf qu'à l'époque de l'affaire Mazenef, malgré l'interdit, la justice n'est jamais passée. Donc, mais parce que personne ne l'a saisi. Et puis c'est interdit en fait un peu. Parce qu'avec ces discussions sur le consentement, on qualifie d'atteinte sexuelle et on renvoie devant le tribunal correctionnel. Ça veut dire que les affaires, au lieu d'être jugées par une cour d'assises, on demande à un tribunal correctionnel de faire en 2 heures ce qu'une cour d'assises mettrait 3 jours à faire. Donc, en fait, c'est interdit un peu. C'est-à-dire que c'est interdit, mais on requalifie en atteinte sexuelle et en fait, il y a une quasi-impunité au final. Moi, j'entends très bien, je sais ce que vous dites là-dessus sur les tribunaux d'assises et je comprends très bien que c'est le sens de votre démarche, mais c'est pas avec des... en tout cas, je pose la question, est-ce que c'est avec des arrangements technique et juridique qu'on fait avancer une société? Non, c'est interdit de toucher un enfant, même s'il est d'accord et même s'il est très joli. Même s'il est, il est à l'origine même de la volonté de près dans ce cas-là. Les chiffres et notamment ceux de l'inceste. C'est un interdit. Mais et bien pourtant, sûr. Malheureusement, dans les familles, c'est une sordide réalité. Oui. Alors, si je peux rajouter un point, il y a quelque chose qui me surprend. Moi, on évoquait dans votre reportage la commission qui doit examiner l'application de la loi Schiappa. Nous sommes réunis entre associations de protection de l'enfance. Nous sommes 30 associations à s'être réunies au sein d'un collectif qui s'appelle le Collectif pour l'enfance, qui a pour but de faire reconnaître l'incapacité de l'enfant à consentir. Nous avons demandé à être entendus par M. Adrien Taquet depuis plusieurs mois. Et il se trouve qu'apparemment, 30 associations de protection de l'enfance qui l'alertent sur un sujet préoccupant, ça n'a pas été digne d'intérêt puisqu'on n'a pas eu de réponse. Moi, je suis étonné qu'on ignore à ce point l'avis de professionnels de terrain.
Les associations de protection de l'enfance sont des psychologues, des avocats, des professionnels qui voient tous les jours les ravages de notre système actuel. Donc, il y a une demande d'être entendue. Marlène Schiappa va d'ailleurs s'exprimer en début de semaine sur le sujet. Il faut, là aussi, sur un sujet comme ça, concerter. J'imagine que c'est une évidence. Oui, il faut concerter. Il faut évidemment écouter les professionnels. Et puis, il faut avoir en ligne de mire que ce qu'il faut avant tout, c'est toujours veiller à protéger nos enfants. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP évoquer ces sujets. Merci Maïtena. Merci Myriam. Revenez quand vous voulez. Bravo. Je rappelle vos entretiens. Ça commence dès dimanche. C'est une très belle collection. Merci. 2 premiers entretiens. Pierre-René Lemar et RIS. C'est à 23h. C'est avec Maïtena Birabin et ses invités sur la chaîne parlementaire. C'est le week-end. Profitez bien.